Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert ce mardi au Sénat. Le président américain soutient toujours qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. La Grande-Bretagne veut conclure de nouveaux accords commerciaux avec les pays africains. Boris Johnson entend également mettre les humains avant les passeports. Voilà ce qui ressort du sommet Grande-Bretagne-Afrique. D'économie, il en est également question. À Davos, le 50e Forum économique mondial annuel s'est ouvert ce mardi. La lutte contre le changement climatique au cœur de l'agenda. Bonsoir. Ici aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump est entré ce mardi dans le vif du sujet au Sénat américain où s'affrontent deux camps irréductibles. L'opposition démocrate qui réclame la destitution du président et la majorité républicaine déterminée à la quitter. 4 mois après le début de l'affaire ukrainienne qui empoisonne la fin du premier mandat du milliardaire, et à moins de 10 mois de l'élection présidentielle au cours de laquelle il compte briguer un second mandat, les 100 sénateurs sous la présidence du chef de la Cour suprême, John Roberts, devront déterminer si le président est bien coupable d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès, comme le décrit l'acte d'accusation adopté en décembre par la Chambre des représentants. Un dossier en destitution que Donald Trump a également évoqué ce mardi à Davos. Tout cela est un canular. Ça ne va aboutir nulle part parce que rien ne s'est passé. La seule chose que nous avons faite est un excellent travail. Nous avons de loin le pays le plus fort au monde qui d'ailleurs allait dans la mauvaise direction. Nous avons la plus grande économie que nous n'ayons jamais eue dans l'histoire de notre pays. Et je suis en Europe aujourd'hui parce que nous amenons beaucoup d'entreprises dans notre pays avec des milliers d'emplois, des millions d'emplois dans de nombreux cas. Donc tout cela est un pur canular. Donc je suis sûr que ça va aller. Merci à tous. Le 50e Forum économique mondial annuel s'ouvre à Davos, en Suisse. Son président fondateur, Klaus Schwab, accueille de grandes personnalités du monde des affaires, des chefs d'entreprise, des dirigeants politiques, des empereurs médiatiques et autres membres de l'élite mondiale. Cette année, la réunion est dominée par une pression croissante sur les hommes d'affaires pour qu'ils intensifient leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique. Le point avec Blanche Sanou. Le président Donald Trump a occupé le devant de la scène du sommet, vantant le succès de l'économie américaine. Aujourd'hui, je suis fier de déclarer que les États-Unis sont au milieu d'un boom économique tel que le monde n'en a jamais vu auparavant. Nous avons retrouvé notre rythme, retrouvé notre esprit et réveillé la puissante machine de l'entrepreneuriat américain. La semaine dernière seulement, les États-Unis ont conclu 2 accords commerciaux extraordinaires, l'accord avec la Chine et les États-Unis, le Mexique et le Canada. S'exprimant lors de ce forum, le vice-premier ministre chinois a parlé des défis auxquels est confrontée l'économie mondiale et du rôle de la Chine dans la mondialisation économique. La première consiste à bien comprendre les lois et à reconnaître la tendance générale de l'économie mondiale. La mondialisation économique est une tendance historique résultant d'une croissance de la productivité sociale. Elle est le résultat naturel du progrès scientifique et technologique et a alimenté la croissance mondiale. La jeune militante Greta Thunberg a doublé sa critique selon laquelle les dirigeants mondiaux et commerciaux ne prennent pas au sérieux la menace du réchauffement climatique et elle exige des solutions immédiates. Nous demandons au Forum économique mondial de cette année que les participants de toutes les entreprises, banques, institutions et gouvernements arrêtent immédiatement tous les investissements dans l'exploration et l'extraction de combustibles fossiles, qu'ils mettent immédiatement fin à toutes les subventions aux combustibles fossiles. Nous ne voulons pas que les choses se fassent d'ici 2050 ou 2030 ou même 2021. Nous voulons que cela soit fait maintenant.
Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a déclaré que l'objectif était de réaliser des progrès tangibles afin de créer un monde meilleur. Et avant Davos, il y a eu Londres où le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que son pays mettrait les personnes avant les passeports, promettant un système d'immigration plus équitable. Il a dit à Londres justement lors d'un sommet avec des dirigeants africains consacrés à l'investissement. La Grande-Bretagne veut conclure de nouveaux accords commerciaux avec des économies à croissance rapide en Afrique après son départ de l'Union européenne le 31 janvier. Mais beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas fait le déplacement. C'est un reportage à Londres de Henry Richwell avec le récit d'Abdourahmane Dia. Le Premier ministre Boris Johnson a répété aux dirigeants africains son message désormais familier. La Grande-Bretagne s'ouvre au monde après le Brexit. Plus de la moitié des économies qui progressent le plus au monde sont en Afrique. La Grande-Bretagne doit combler son retard. Le commerce bilatéral annuel avec l'Afrique est d'environ 46 milliards de dollars, soit moins du quart de celui de la Chine, le plus grand partenaire commercial du continent. Le Premier ministre Johnson a promis aux citoyens africains un système de migration plus juste avec la fin de la libre circulation des citoyens de l'Union européenne. En mettant les personnes avant les passeports, nous pourrons attirer les meilleurs talents où qu'ils se trouvent. Il s'est également engagé à mettre fin aux investissements britanniques dans les mines de charbon et les centrales électriques au charbon à l'étranger. L'Afrique bénéficiera-t-elle donc du Brexit ? Pendant longtemps encore, l'Europe sera le partenaire commercial le plus important de la Grande-Bretagne. Progressivement, l'Afrique va être le 4e ou la 5e étape après des priorités plus urgentes. Ainsi, pour les Africains, le test de réussite sera de voir s'ils peuvent faire une meilleure offre d'accès au marché à la Grande-Bretagne. Il est au Japon, en Russie et en Chine. Également dans l'actualité ce soir, en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, où le pouvoir dispose d'une majorité absolue, a annoncé ce mardi avoir voté la levée de l'immunité parlementaire de 5 députés pro-Soro et de Guillaume Soro lui-même. La justice ivoirienne accuse l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale d'avoir préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. M. Soro est poursuivi pour atteinte à l'autorité de l'État, complicité des détournements des deniers publics, de recel des détournements des deniers publics et blanchiment de capitaux, tandis que les députés arrêtés sont accusés de troubles à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles et atteinte à l'autorité de l'État. À noter que les évêques de Côte d'Ivoire réunis à l'Assemblée plénière se disent, eux, préoccupés par le climat de peur qui règne dans le pays avant la présidentielle d'octobre 2020. Il note que la question de l'indépendance des structures devant arbitrer ces joutes électorales, comme la CEI, divise et cristallise encore les tensions. Pour évoquer cette actualité, je vous propose de retrouver via Skype le professeur Franklin Niamsi. Il est conseiller spécial de Guillaume Soro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de La Voix de l'Amérique. Aux téléspectateurs donc. Alors, on le disait, la justice ivoirienne a laissé entendre hier qu'il n'y a pas une seule charge, mais plusieurs qui pèsent sur Guillaume Soro et son immunité a été levée. Votre réaction face à cette actualité? Il ne s'agit pas d'un acte de justice, mais un acte typique d'instrumentalisation de la justice par la stratégie du lawfare. L'utilisation de la justice par un exécutif dictatorial contre ses opposants politiques. À ce jour, aucune preuve n'a été apportée par le régime de M. que Guillaume Soro, actuellement candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, a effectivement tenté de déstabiliser les institutions. Par ailleurs, la seule ombre de soupçon jetée sur la personne du président Guillaume Kikbafori Soro se fonde sur une bande sonore absolument inaudible, découpée, tripatouillée, dont l'authenticité est sujette à caution, tout comme on doit s'interroger sur les conditions dans lesquelles un événement pris en 2017 est utilisé en 2019 pour empêcher un candidat déclaré à l'élection présidentielle de se porter au service de son peuple. Par ailleurs,
Alors, sans vous couper, Guillaume Soro vit désormais en exil. Comment compte-t-il combattre toutes ces charges? Guillaume Soro est au cœur de l'opposition ivoirienne, le leader qui justement fait trembler le pouvoir Ouattara parce qu'il est le favori de tous les sondages à la future élection présidentielle. Notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, est actif sur le terrain. Il est en passe de dépasser les 60 000 adhérents officiels et vérifiables. Guillaume Kigbafori Soro est un homme d'organisation, est un homme de mobilisation. C'est quelqu'un qui croit qu'on réalise le changement dans un pays en mobilisant des citoyennes et des citoyens. Le mouvement est en œuvre au cœur d'une opposition ivoirienne en réorganisation pour changer le rapport politique de force sur le terrain et amener M. Alassane Dramane Ouattara, qui piétine aujourd'hui toutes les normes démocratiques, qui viole l'immunité parlementaire des députés, à accepter d'ouvrir des conditions d'une élection véritablement juste en 2020. Est-ce que finalement Guillaume Soro ne paye pas le prix de ce qu'il a lui-même fait subir à plusieurs Ivoiriens, aussi bien en tant que chef rebelle qu'en tant que proche collaborateur à l'époque d'Alassane Ouattara? Et est-ce qu'il a toujours un avenir politique, même si vous le dites? Guillaume Kigbafori Soro est quelqu'un qui s'est toujours battu pour des causes qu'il estimait justes, et notamment parce qu'il croyait que ces causes permettraient d'instaurer une démocratie véritable et un état de droit dans son pays. Voilà. Par le passé, c'est ce qui a déterminé son engagement. Et si aujourd'hui, M. Ouattara, qui a trahi en réalité la République de Côte d'Ivoire, qui viole l'article 92 de la Constitution protégeant l'immunité des parlementaires, qui viole la séparation des pouvoirs, prospère, on l'a bien compris. On l'a bien compris et malheureusement, on est pris par le temps. Merci à vous, Franklin Niamsi. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial de Guillaume Soro. Je vous remercie. Le gouvernement du Burundi a ouvert une fosse commune à Bujumbura où des victimes de violences ont été enterrées. Il a ainsi permis aux familles de passer au triple le reste de leurs proches disparus depuis longtemps. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Difficile pour cette femme de maîtriser sa douleur après avoir reconnu dans ce charnier la montre et les vêtements de son mari. Sont entassés ici dans le quartier de Kamenge à Bujumbura les restes de 270 personnes. Les familles à la recherche d'êtres chers disparus depuis longtemps ont été autorisées à examiner les restes des victimes jetées dans cette fosse commune. Nous comptons déjà organiser un enterrement digne de ces restes, mais provisoirement, on est en train de les garder quelque part dans les sacs mortuaires où ils peuvent être protégés de toutes sortes d'intempéries ou de toutes sortes de dérangements. La commission Vérité et Réconciliation de Burundi a indiqué avoir identifié plus de 4000 fosses communes à travers le pays. Elle n'a pas directement blâmé qui que ce soit pour les meurtres, mais elle souligne dans son rapport préliminaire que le site se trouvait à proximité d'un ancien poste militaire. Les habitants ont cependant confié que de nombreux corps avaient été exécutés par des soldats et une milice Tutsi lors d'un massacre en 1994. Et puis, la Chine, touchée par une mystérieuse pneumonie, a recensé ce mardi 77 nouveaux cas, au moment où de nombreux autres pays d'Asie renforcent leur contrôle face à la propagation du virus qui a déjà fait 4 morts selon les autorités. Un total de 291 cas ont été confirmés et 922 patients sont en observation, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé tiendra mercredi à Genève une réunion d'urgence consacrée au mystérieux virus. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, nous parlerons de tourisme en 2019. Environ 1,5 milliard de touristes internationaux se sont déplacés, moins d'arrivées qu'en 2017 et 2018. Et nous irons au Cameroun pour parler du Bikutsi, une danse originellement pratiquée par les femmes du centre et du sud du pays et qui occupe les devants de la scène musicale depuis 3 décennies. Le sort des 40 pays africains en lice pour le mondial Qatar 2022 est scellé. La CAF a procédé ce mardi au tirage pour les différents groupes au Caire en Égypte. Notre rubrique économie ce soir, c'est avec Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, on parle du tourisme, le tourisme mondial qui s'est montré moins dynamique qu'en 2019. Quels sont les facteurs liés à cette faiblesse, Eric? C'est essentiellement une baisse de la croissance de l'économie mondiale, John. Les arrivées en Afrique ont souffert de l'essoufflement de l'Afrique subsaharienne, tandis que la croissance en Afrique du Nord restait vigoureuse. Pour les Amériques, le bilan est mitigé. De nombreuses îles des Caraïbes ont consolidé leur redressement après les cyclones de 2017. Mais les arrivées ont chuté en Amérique du Sud, notamment à cause des troubles politiques et sociaux actuels au Chili ou en Bolivie, par exemple. L'Asie-Pacifique a également vu son dynamisme entamé par l'impact des manifestations à Hong Kong, tout en continuant à croître plus que la moyenne. La faillite du voyagiste britannique Thomas Cook ou de plusieurs compagnies aériennes à bas prix ont aussi contribué au ralentissement. Lundi, l'Organisation mondiale du tourisme a indiqué qu'environ 1,5 milliard de touristes internationaux ont parcouru le monde l'an passé, précisant que les données d'arrivée par pays sont encore provisoires. Suivies. Nous avons vu l'impact lié au ralentissement économique sur de nombreux marchés importants tels que l'Allemagne ou l'incertitude du Brexit au Royaume-Uni qui a affecté son économie, ce qui a fragilisé sa monnaie. Nous avons donc vu que le tourisme a souffert du ralentissement économique, mais aussi des problèmes de tensions géopolitiques, des incertitudes économiques sur toutes les questions du commerce international ou les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Nous avons vu que le Moyen-Orient a connu un rebond très important par rapport à l'année précédente, que l'Asie continue de croître fortement, mais un peu moins que l'année précédente, l'Europe également. L'Europe est la destination qui reçoit plus de la moitié des touristes internationaux, en raison d'une croissance de 4% comme en 2019, ce qui est une très bonne nouvelle pour une économie déjà consolidée en termes d'attraction touristique. Malgré le ralentissement des arrivées, les dépenses des touristes sont restées fortes, souligne l'OMT, avec notamment une forte croissance de celle des voyageurs français et américains. Les Chinois, Brésiliens et Saoudiens ont néanmoins modéré leurs dépenses. En 2020, la France, l'Espagne et les États-Unis devraient rester en tête des pays les plus visités, John. Et on termine, Eric, par un volet culturel qui fait bien sûr partie du tourisme, de la haute couture en France. Un styliste africain présentera sa collection dans 2 jours. Oui, il faut aussi de l'argent pour acheter, John. C'est le créateur d'origine camerounaise Iman Aïssi, considéré comme la nouvelle étoile des défilés parisiens. Il est le premier styliste d'origine subsaharienne à se voir dérouler le tapis rouge de ce petit milieu fermé et hyper sélect. Le chemin parcouru pour atteindre ce potentiel a été long, 28 ans de travail assidu. Il y a 10 ans, il était à la Fashion Week de Dakar. Il aura gravi toutes les marches et touché à tous les arts avant de sublimer les plus belles étoffes du continent, John. Il mélange des éléments des cultures africaines à des approches très européennes. Suivez.
J'adore raconter des petites histoires qui vont avec les robes, avec des collections, tout ça. Cette année, le thème c'est Akuma. Akuma, dans ma langue natale du Cameroun. Je suis de l'ethnie Ewondo, du centre du Cameroun. Akuma, ça veut dire la richesse. Je n'utilise pas de wax. Et pourquoi? Parce que j'estime que l'Afrique a mieux à montrer. Et l'Afrique mérite mieux. L'Afrique a ses propres tissus que le monde entier doit connaître. Voilà, Imana ici. Merci Eric Manirakiza et à la semaine prochaine. À mardi. C'est une histoire de cœur que VOA Afrique vous propose de découvrir à présent, direction la France, où des familles choisissent d'héberger des jeunes migrants isolés. La plupart viennent d'Afrique. Après un passé difficile et douloureux, ils trouvent un peu de chaleur et de stabilité auprès des associations et dans des familles pour quelques nuits ou plusieurs mois. Le reportage à Tours est signé Elam Locker. Bakary est arrivé en France en 2018, mais avant, il a dû traverser le désert malien pour se rendre en Algérie puis en Libye. Les milieux naturels. Moi, j'ai pas un seul jour où j'ai bon souvenir en Libye, je peux dire ça. J'ai vu mes camarades se noyer dans l'eau, et puis moi-même, je peux dire j'ai survécu beaucoup de choses là. Par exemple, un jour, on était dans les camps, et il y a des militaires qui sont venus, ils ont tiré sur des gens, et il y en a qui ont disparu jusqu'à maintenant, on n'a pas vu, est-ce qu'ils sont morts ou pas, on ne sait pas. Après la Libye, le jeune de 16 ans a pris le bateau pour l'Italie, puis a posé ses valises dans l'ouest de la France, où il a appris à lire et à écrire, mais a surtout trouvé une famille de cœur. C'est le fait de se dire qu'on fait grandir des jeunes dans les meilleures conditions pour qu'ils se construisent et qu'ils deviennent des adultes responsables, avec une ouverture d'esprit aussi. Mais c'est une ouverture pour eux, c'est une ouverture pour mes petits-enfants aussi. Ils réclament à les voir et ils sont heureux de se voir, quoi. Aujourd'hui âgé de 18 ans, le lycéen se forme dans la restauration solidaire et souhaite retourner au Mali pour à son tour transmettre un savoir. D'autres migrants isolés n'ont pas encore eu cette chance d'être accueillis dans une famille, mais en attendant, ils peuvent compter sur les associations qui leur proposent un peu de chaleur et de la nourriture. Donc là, actuellement, on a une quarantaine de jeunes qui vivent dans un squat. Donc c'est des conditions de vie qui ne sont pas du tout correctes, ni pour un adulte et encore moins pour un adolescent. Donc on est à la recherche de familles qui peuvent héberger ces jeunes le temps qu'ils soient vus par le juge des enfants, en fait, et qu'ils puissent avoir une nouvelle évaluation de leur minorité. Et malgré une forte demande, les particuliers sont parfois hésitants et ont peur d'ouvrir leurs portes à ces mineurs. Mais une fois lancés dans l'accueil de migrants, les craintes disparaissent. En fait, je pense qu'il y a toujours le côté au départ où on ne sait pas trop. Finalement, c'est nouveau aussi de s'engager dans cette démarche-là. Mais une fois que les hébergeurs sont partis, j'ai envie de dire, dans cette aventure de l'hébergement, ils n'ont plus envie de s'arrêter. Chaque jour, des centaines de bénévoles viennent en aide à ces jeunes migrants de plus en plus nombreux. L'an dernier, près de 17 000 mineurs isolés ont été pris en charge par la France. Place à présent avec Yacouba Ouedraogo, c'est pour parler des sports. Yacouba, on commence par Qatar 2022. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, vous le disiez en titre, les différents groupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique sont connus. La CAF a procédé au tirage au sort aujourd'hui au Caire en Égypte. 10 groupes de 4 ont été constitués avec des oppositions intéressantes en vue. Les champions d'Afrique, les Algériens, n'ont pas a priori trop de soucis à se faire. Eux qui partagent le groupe A avec le Burkina Faso, le Niger et Djibouti. Gros choc à venir entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun dans le groupe D, complété par le Mozambique et le Malawi. Pour le reste, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, le Ghana et la RDC espèrent tirer leur épingle du jeu dans leurs groupes respectifs, pas très costauds. Pour rappel, seul le premier de chaque groupe se qualifie pour le dernier tour. Un autre tirage au sort permettra d'opposer les 10 premiers dans une double confrontation, à l'issue de laquelle on connaîtra les 5 pays africains qualifiés pour le Mondial Qatar 2022. Et puis, on en parlait hier, c'est fait, Karl Toko Ekambi a rejoint l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt en provenance du club espagnol de Villarreal. Cette mutation temporaire d'un montant de 4 millions d'euros est assortie d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros. Pourquoi le choix de Lyon? Eh bien, l'international camerounais de 27 ans explique. C'est pas fait parce que c'était Lyon.
Et je pense que ça ne se refuse pas. C'est vrai que la Liga est l'un des meilleurs championnats du monde, mais j'ai joué au championnat de France, je suis né en France. Et voilà, moi, je ne peux pas dire que le championnat de France est décrié parce que j'y ai joué. C'est un championnat très compétitif. C'est très difficile de jouer ici. Donc et voilà. Et Lyon a toujours su faire le boulot et toujours su être dans les places qualificatives européennes. Donc c'est vraiment un plaisir de rejoindre ce club qui, pour moi, fait une bonne saison et qui est encore qualifié sur les 4 compétitions. Toujours au titre des transferts, l'Algérien Nabil Bentaleb a signé à Newcastle pour 6 mois sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il arrive de Schalke 04 en Allemagne où il a été mis à l'écart pour des raisons disciplinaires. De son côté, l'international congolais Paul-José Mpoku a quitté le club belge du Standard de Liège pour s'engager avec Al-Wahda aux Émirats arabes unis. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo et à demain. Direction le Cameroun pour apprendre sur le Bikoutsi, cette danse originellement pratiquée par les femmes du centre et du sud du pays qui occupe donc depuis 3 décennies le devant de la scène. On voit tout cela avec Dili Diko. Il est 1h du matin au Québec, un cabaret de Yaoundé où les percussions résonnent à un rythme effréné. Sur la scène, les chanteuses de Bikoutsi ondulent des hanches éclairées par les projecteurs. Ce côté un peu gna-gna, frou-frou, voilà, c'est ça. Ce côté un peu séduction aussi, ça fait partie du Bikoutsi, surtout sur des scènes. Et c'est propre au Cameroun, c'est propre aux Camerounais, c'est propre au spectacle Bikoutsi Cameroun. Le Bikoutsi est né à l'époque précoloniale dans les régions des ethnies Fan, Boulou et Beti, dans le centre et le sud du Cameroun, où les femmes se retrouvaient entre elles après une dure journée de travail pour chanter et danser leur joie, leur peine et leur frustration. Certaines exprimaient la douleur de vivre aux côtés d'un mari violent et d'autres livraient aux plus jeunes les secrets d'un mariage réussi. C'est un peu le populaire. Au Cameroun, la population aime ça, la population aime un peu ce côté pervers. C'est ça qui attire l'attention. Voilà. Donc c'est juste pour attirer l'attention et pour amuser la galerie. Mais sinon, derrière tout ça, il y a toujours un message à véhiculer. Toujours. Le Bikoutsi est donc porteur de messages. Il est aussi un exutoire dans les sociétés patriarcales, où il était interdit aux villageoises qui l'ont inventé d'élever la voix en public. Aujourd'hui, dans la salle, des femmes de tout âge se lèvent et dansent. Le Bikoutsi est hyper érotique, le Bikoutsi est sensuel. Le Bikoutsi exprime ce qui est basique. Bikoutsi, le sol, la terre, l'essence. Et en fin de journée, en fin de tout ce qu'on fait, il y a ce qui est essentiel à l'homme, à l'être humain, c'est ce rapprochement entre l'homme et la femme. Cette liberté de ton scandalisait à l'époque une partie de l'opinion. Mais de nos jours, ces chansons aux paroles explicites suscitent un tel engouement qu'elles passent en boucle lors des fêtes de famille. Voilà qui est dit. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.